Bonjour à vous tous. Vous qui nous regardez sur Canal 10 ou encore sur les réseaux sociaux Facebook, merci. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité puisque nous ressentons, nous relevons votre attachement à cette émission Éco-Club. Mais aujourd'hui, sachez-le, c'est une présentation véritablement atypique. Atypique parce que Éco-Club, c'est un groupe de réflexion, d'analyse, d'échange et de communication. Vous le savez, nous intervenons régulièrement en groupe, n'est-ce pas? Nous échangeons et nous communiquons sur des thèmes d'actualité, des thèmes exposants, des thèmes divers thèmes. Et que, aujourd'hui, je suis seul sur ce plateau. Et j'entends tout particulièrement remercier mes amis qui m'ont laissé cet espace pour échanger avec vous de manière interactive sur un thème que je vais vous présenter en peu de temps, tout à l'heure. De me laisser cet espace parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un groupe, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas à me voir très souvent à cet endroit, n'est-ce pas? Seulement, peut-être, je le dis, 4 fois dans l'année, à communiquer avec vous sur des thèmes qui intéressent le pays, des thèmes d'actualité, mais ce sera en duo pour que vous puissiez intervenir de manière active pour, je dirais, alimenter le débat, puisque, compte tenu de la philosophie d'Éco-Club, vous n'avez pas cette possibilité, ou du moins, ne vous est pas offerte, compte tenu, je le répète, de la philosophie d'Éco-Club, qui est d'agir en groupe de débat. Voilà. Cela dit, je ne peux, bien entendu, ne pas adresser, je me répète, mes remerciements à mes amis. Je vais citer les noms: Raphaël, à Nico Italique, Raphaël Spironel, à Nico Italique, à Édouard Collet, à Nestor Mandré, sans oublier Raymond Ramaille, également René Beauchamp. Mais un salut, je dirais bien appuyé, à Nico, pour la qualité de ses animations. Quand il anime l'émission, eh bien, on voit cette chaleur. Puisque, dites-vous bien, quand on allait chercher, par exemple, une séquence d'un film, Le Bon et le Truand, pour donner de la dimension à l'émission sur, par exemple, l'Ukraine, c'est d'aller chercher loin, c'est la créativité. Je suis très sensible à ce sens de la créativité. Je remercie beaucoup, je le dis à l'antenne, mon ami Nico pour cette affaire-là. Quand on va chercher, par exemple, quand on tire, on ne raconte pas ses affaires, c'est la posture de Poutine face à l'Ukraine. Ça, c'est un élément extrait du film Le Bon et le Truand. Alors, génial pour Nico. Génial aussi pour cette séquence du film de Marlon Brando, qu'il a su tirer pour alimenter, n'est-ce pas, donner de la consistance réellement à l'émission. Et aussi la musique de chez nous, de Dominique Coco, qui accompagne aussi les émissions. Ça, c'est la créativité. Faut-il en dire quelques mots? Et bien entendu, Alpha Bondi, l'Afrique, Alpha Bondi, qui, sur un thème que nous avons abordé récemment, il a eu cette intelligence d'aller chercher cet homme-là avec sa vision de la France, de France-Afrique, ce qui se passe en Afrique, pour illustrer des problématiques comme l'autonomie qui nous concerne actuellement. Bravo Nico, je te le dis très sincèrement. Et aussi bravo, je n'oublierai pas, à mon ami Nestor Mandré, qui est là très longtemps avec nous, qui assure à sa manière, bien entendu, anime à sa manière l'émission. Alors vous voyez, le thème sera affiché aujourd'hui. Alors de quoi allons-nous parler? Nous allons parler aujourd'hui, suite à une première édition, nous allons revenir sur le thème de la fois dernière, puisqu'il y a un lien entre ces deux thèmes. Nous allons parler aujourd'hui, en plus je vais parler, j'ai la manière un peu de parler, voilà, nous allons parler, c'est le cas de le dire, nous allons parler aujourd'hui de l'agriculture, bien entendu, aide et problèmes. Enfin, il s'agira de se poser la question,
est-ce que les aides qui sont allouées au secteur agricole peuvent permettre de résoudre les problèmes qui se posent. Donc, on va faire l'inventaire de ces aides, mais attention, il s'agira d'aides directes. On n'entrera pas dans les financements qui n'entrent pas dans le cadre véritablement des aides. On en parlera d'aides courantes, à savoir, par exemple, quand un agriculteur monte son dossier PAC, il doit donc, de manière très précise, inscrire les aides qu'il demande. Je veux parler par là des aides, par exemple, du CHN, l'indemnité compensatrice des handicaps naturels, qui est une aide directe payée aux agriculteurs, 85% par l'Europe et 15% par la France. Je veux parler aussi d'autres aides, les aides, par exemple, la DMCA, qui est une aide de développement de métier de cheptel allaitant, payée, elle, à 80% par l'Europe et à 20% par la France. Je parlerai aussi, on entrera, des aides dans le cadre de la canne, aide de transport, aide de replantation, tous ces éléments-là. Alors, ce sont des aides qui sont accordées, il y en a bien d'autres. Mais il y a des aides qui sont des aides directes, c'est-à-dire qui vont directement sur le compte de l'agriculteur, qui lui est versé directement, et il y a des aides qui sont des aides indirectes, qui transitent par l'interprofession, qui transitent par les groupements. Alors, voilà un peu le cocktail d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais nous le verrons. Cette problématique de l'aide, les aides versées, dépendent du binôme, en quelque sorte, que j'ai développé la fois dernière, à savoir la traçabilité, l'identification et la traçabilité. On retrouve ce binôme-là à travers son importance. Il est extrêmement important sur la question autour de la question de l'autonomie alimentaire ou encore de l'autosuffisance alimentaire. C'est un binôme qui est important, qui se compose bien entendu de deux monômes, on va les expliquer, mais aussi ce binôme-là, identification et traçabilité, se trouve aussi dans la question de l'aide, de l'attribution de l'aide. Ici, là, des aides partons, et des aides, notamment des aides directes et des aides indirectes. Et c'est à ce niveau, je pense à ces niveaux, qu'il est important, à mon sens, de donner des précisions et d'échanger avec les acteurs qui vivent au quotidien, n'est-ce pas, cette question de l'aide, les problèmes qu'ils rencontrent, est-ce qu'ils peuvent, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est fait aussi à temps, etc., etc. Alors voilà un peu le cadrage que je vous présente pour que vous puissiez bien voir, n'est-ce pas, ce vers quoi nous allons. Alors, c'est une émission interactive. Bien entendu, comme d'habitude, je voudrais que vous ayez votre stylo et votre petit carnet pour prendre des notes, de manière à ce que vous puissiez par la suite poser des questions et que nous puissions échanger ensemble et faire avancer, comme on le dit, le Schimblick. Allez, à tout à l'heure, on me fait signe pour une page publicitaire. Je reviens à vous. Alors, la fois dernière, j'ai abordé une question qui, à mon sens, était importante, à savoir celle de l'identification et de la traçabilité pour des produits issus de la diversification végétale et pour les produits, je dirais, issus de la production animale. Et j'avais précisé aussi que c'était, ma foi, deux domaines bien différents. Des domaines bien différents où, ma foi, les schémas organisationnels et les fonctionnalités à l'intérieur de ces schémas n'étaient pas évolués de la même manière. En particulier, pour ce qui concerne la diversification végétale, le concept a un sens, à savoir igname, patate, tout ce que l'on veut. J'avais précisé que là, nous avions naturellement beaucoup à faire. Nous avions beaucoup à faire parce que tout simplement, et vous n'allez pas me dire le contraire, lorsque vous avancez entrez dans un marché, sur un marché, n'importe où en Guadeloupe, eh bien,
sur la traçabilité de nos produits, je dirais, issus de la diversification végétale. La traçabilité, elle n'est pas au rendez-vous. Elle n'est pas présente. Très souvent, on vous dit, eh bien, produit local, production locale, production produit Guadeloupe. Oui, c'est très bien, c'est une manière de dire. Mais il faut que le client, comme je l'ai dit la fois dernière, n'ait pas à se présenter, à poser la question. Il faut que le produit parle de lui-même. C'est-à-dire qu'il y ait un dispositif d'étiquetage mûrement réfléchi, mûrement conçu, et qui existe par conséquent, et qui puisse parler, non pas, aux producteurs, mais parler aux commerçants qui commercialisent le produit, mais parler directement à l'acheteur, au consommateur qui achète le produit. J'ai eu l'opportunité de visiter des marchés sur la commune, des diverses communes. Je peux citer Lamentin avec l'UDECAG. Je peux citer le Moule. Bonjour à Madame le maire du Moule, n'est-ce pas, qui est très dynamique, hein, l'accompagnement des agriculteurs. Eh bien, je vois que sur ces marchés-là, que ce soit à Petit Canal ou à Zabim ailleurs, eh bien, la traçabilité n'y est pas. C'est-à-dire, nous avons beaucoup à faire en matière de traçabilité des produits agricoles issus de la diversification végétale. Mais y a-t-il des embryons, des points de départ, des éléments de base pour pouvoir évoluer vers une réussite dans ce domaine-là? Je crois, je l'ai signalé la fois dernière, je dis que oui. Il est donc possible. Il est donc possible parce que j'avais insisté sur un instrument qui est un instrument fondamental, à mes yeux. Cet instrument, je l'ai bien cité, c'était la déclaration, le dossier PAC. Dossier PAC de l'agriculture. Chaque année, l'État a institué, à travers, je l'ai dit, son site internet qui est Télépac, n'est-ce pas, un lieu, je dirais, de communication, je dirais, de déclaration de l'activité de chaque agriculteur, chaque producteur. Celui-là, on le définit de cette manière-là, on dit que c'est la déclaration de surface. C'est-à-dire, il faut que chaque agriculteur, dans sa déclaration de surface, puisse dire dans chaque parcelle qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait des melons sur 3 hectares ? Est-ce qu'il fait des patates sur 5 hectares? Est-ce qu'il fait la canne? Et le dispositif, en fait, mis en place par l'État, ce télépac, ce lieu de déclaration de surface, il est extrêmement intéressant. Il est intéressant, je ne peux pas le critiquer, n'est-ce pas? Il est intéressant. Il est intéressant, mais faut-il que les agriculteurs s'approprient ce phénomène-là, cet élément-là? Il faut qu'ils s'approprient ce phénomène, cet élément, de manière à pouvoir bien déclarer, n'est-ce pas, les productions, parce que la déclaration que vous allez faire, vous, agriculteurs, n'est-ce pas, aura une incidence sur les aides que vous allez recevoir, n'est-ce pas, que ce soit les aides courantes, hein, que je viens de citer, ou du moins que les aides exceptionnelles. Par exemple, en cas de calamité naturelle, lorsque le préfet reconnaîtrait, il y a un arrêté de calamité naturelle et d'inondation soleil, vous devez être indemnisé. Et là, le service de l'État qui instruise vos dossiers se réfère automatiquement à cet élément-là qui est la déclaration de surface. Et c'est quelque chose d'intéressant qui échappe même, parce que vous le savez, hein, on va beaucoup en dire, lorsque ces déclarations sont faites, déclarations de calamité, par exemple, naturelle, inondation, soleil, eh bien, c'est un domaine extrêmement technique, qu'on a besoin de 2 éléments. On a besoin des éléments de comptabilité sur les 3 ans, et on a besoin aussi des éléments qui relèvent du secteur agricole, par exemple, du numérique, hein, de votre déclaration de surface. Et ça, c'est une réalité il s'agit là d'éléments qui, dans les comptables, par exemple, n'ont pas la maîtrise. Le comptable, il va vous faire votre déclaration d'activité. Mais quand il s'agit de monter un dossier pour indemnité, eh bien, il y a un aspect qui est propre à l'agriculture, n'est-ce pas, qui souvent échappe au comptable. Donc, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, un lieu où cohabitent les compétences à la fois de comptabilité pour savoir qu'on vous demande les liasses de fiscal pour les 3 années, que vous puissiez savoir quel chiffre il faut aller prendre pour pouvoir remplir le dossier et aussi être en mesure de connaître aussi
les éléments de la déclaration de surface de manière à ce que lorsque l'organisme instructeur de votre demande d'aide puisse bien aller voir est-ce que ce que vous avez déclaré sur la surface c'est bien correspond n'est-ce pas à l'aide que vous demandez pour calamité naturelle. C'est très important tout cela, peut-être je vais le. Donc je vais vous dire que c'est un écart que nous avons fait parce qu'il y a beaucoup à dire. Je disais tout simplement que il faut que nos agriculteurs s'approprient de ça, s'approprient de cette déclaration de surface et la maîtrise à la fois quant au sens de cet instrument et aussi quant à son importance. Son importance est considérable, cela. Mais aussi, il faut dire que c'est un élément, à mon sens, embryonnaire de base, qui peut éventuellement permettre d'arriver à la traçabilité, je l'avais dit, la traçabilité des produits issus de la diversification végétale. Parce que les produits issus de la production animale, il n'y a pas trop de problèmes. Je vais expliquer pourquoi très rapidement. Les produits, c'est possible parce que quand vous faites cette déclaration, il est bien précisé ce que vous faites sur chaque surface. Donc, une fois que les produits récoltés, on connaît, moyennant un code établi, l'origine du produit. Donc, une fois que l'origine du produit qui est produit donc chez vous, le bien qui est produit chez vous, vous le relevez, vous allez le conditionner, vous allez le commercialiser sur le marché, eh bien, vous allez informer le consommateur de sa traçabilité. Certains pourraient éventuellement dire, oui, mais oh là là, c'est mon travail là fou. Mais non, ce n'est pas un travail fou, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude parce que cela existe ailleurs. On voit les produits qui sortent, je ne dis pas de la Caraïbe, de notre environnement immédiat, mais je parle particulièrement de l'Hexagone, de France. Il y a des produits agricoles qui arrivent, qui portent les marques de la traçabilité. On connaît d'où ça sort, etc. C'est à travers un code qui peut être lu, qui peut être compris, avec un dispositif de contrôle, on peut voir l'origine de cela. Et je vais même préciser que souvent nous souffrons. Nous souffrons de la perméabilité de notre marché local. Nous disons que voilà, il y a des produits qui sortent un peu de la Caraïbe, ignames de Costa Rica, etc., qui gagnent notre territoire et qui concurrencent notre production locale. Je vous avais dit que ces produits-là ne portent pas les éléments de traçabilité. Donc si nous cultivons cette traçabilité chez nous, ça devient inscrit dans notre... C'est une dimension qui s'inscrit dans notre culture, automatiquement, le consommateur, quand il achète, il sera sensible à cette traçabilité et par conséquent, les produits qui sont importés, qui ne portent pas les éléments, les marques de traçabilité, eh bien, ils ne seront pas compétitifs par rapport aux nôtres et les clients vont se détourner de ce produit-là, de ces produits. C'est ce que j'avais expliqué. Et j'irai même aussi pour lui en disant que que l'importation même de ces produits qui arrivent chez nous à un prix moindre, qui est moins cher que nos produits, par exemple l'igname de Costa Rica, est moins cher que l'igname produit localement. Parce qu'il y a des coûts de main-d'œuvre, il y a sans doute aussi des éléments de qualité chez nous qui fait que nous restions très compétitifs en termes de qualité, mais peut-être nous sommes moins en termes de prix. Mais il ne faudrait pas jeter la pierre sur la cherté, sur le fait que les produits importés soient moins chers. Parce que je vous disais tout simplement que notre intelligence, la technologie que nous allons mettre en place ici, qui va nous permettre de transformer ces produits importés, pour les transformer localement, parce qu'on parle beaucoup de d'agro-transformation, pour ensuite les mettre en circuit de distribution, et bien puisqu'on les a achetés moins chers, ils seront transformés, les produits transformés deviendront moins chers, et comme cela, le consommateur pourra améliorer son pouvoir d'achat parce qu'il aura acquis un produit importé, transformé localement, qui deviendra moins cher que si on avait, par exemple, le produit transformé à partir de notre production locale,
n'est-ce pas, notre production de base, qui, elle, est un peu moins chère. Mais dans certains domaines, mais pas dans tous les domaines. Donc c'est pour vous dire que moi, je ne jette pas la pierre sur l'importation, sur des produits qui arrivent à un coût moins cher chez nous. Donc voilà un peu quelques éléments qui m'appartient absolument ici de relater, parce que ce sont des éléments importants qui, sur la question même des aides, ma foi, ces questions-là trouvent beaucoup leur place pour ce qui est de la traçabilité et autres. Alors, dans ce qui est des biens issus de la production animale, j'avais précisé aussi, c'est important de revenir là-dessus pour la question de l'aide, des aides, c'est important parce que, eh bien, tout existe, on peut dire. On peut dire que nous ne sommes pas en retard à ce niveau-là. Nous ne sommes pas en retard parce que, je le rappelle, le schéma organisationnel existe. La fonctionnalité, ce schéma fonctionne aussi. Même si on pourrait éventuellement signaler un certain nombre de dysfonctionnements, de manquements, qui fait qu'il y a encore quelques problèmes. Au cœur du dispositif, on retrouve trois acteurs, même, je dirais quatre, même trois acteurs. On retrouve, je l'ai dit, la direction de l'agriculture et de la forêt, la DAF. On retrouve aussi l'établissement départemental de l'élevage, l'EDE, qui est basé à la Chambre d'agriculture. On retrouve aussi un autre organisme qui est PDZ, qui est l'Agence des services et de paiement, l'ASP, qui a une délégation en Guadeloupe. Et on retrouve surtout ce que j'appelle le métamanioc. L'acteur essentiel, c'est le détenteur de bovins, le détenteur des animaux. Que ce soit caprin, que ce soit bovin, que ce soit... ils sont au cœur du dispositif. Cela signifie quoi? Cela signifie que quand on décide dans ce domaine-là, il ne faut pas oublier l'acteur essentiel. Il faut qu'il soit autour de la table et il faut qu'il soit bien autour de la table et bien représenté. Il faut aussi, s'il le souhaite, qu'il soit accompagné des hommes qui sont là pour construire le pays. Je parle des historiens, je parle aussi des sociologues, des psychologues. Ce sont des acteurs, aussi des éléments, disons-le, de savoir, des personnes de savoir, qui peuvent nous éclairer sur l'histoire du pays, qui peuvent nous éclairer quand il s'agit de prendre des décisions sur le vécu, sur notre culture, de manière à ce que, quand on prend ces décisions, qu'on ne puisse pas oublier les éléments historiques, les éléments culturels, n'est-ce pas, de manière à faire réussir la modernisation des secteurs. Quand je parle de modernisation, je parle aussi dans le domaine sur lequel j'interviens précisément, sortir de l'absence de traçabilité, d'identification et de traçabilité pour réussir l'identification et la traçabilité. Parce que cette question d'identification et de traçabilité de l'élevage des animaux, n'est-ce pas, nous avons été élevés gosses, enfants, nous ne connaissions pas ça. Nous n'avons pas ça. Nous tenons cochon, nous n'avons mangé tout le butin, nous ne pas connaître ça. Mais maintenant, il y a la nouvelle donne européenne qui a donné des directives aux États. Et les États les transmettent par l'intermédiaire de ces services déconcentrés pour les appliquer. Il est important, n'est-ce pas, que nous puissions dire aussi, oui, mais si vous faites comme ça, vous voulez aller vers la professionnalisation du secteur. Nous sommes d'accord, mais attention, vous risquez de faire plus de dégâts plus de dégâts. Voilà. Donc, il faut être extrêmement prudent à ce niveau-là. Donc, c'est pourquoi je dis très sincèrement qu'il faut intégrer, si je insiste là-dessus, intégrer les acteurs locaux, notamment donc les détenteurs d'animaux. Le détenteur, c'est juridiquement bien défini en matière de droit rural. Ça, le détenteur, c'est pas quelque chose qu'il faut aller à le sens. On ne va pas entrer dans ça maintenant parce qu'il y a beaucoup à dire, il faut qu'on y aille. Mais il faut aussi que, surtout, que les historiens, les sociologues, les psychologues, quand on fait les commissions, les groupes de pilotage, que l'on cherche des personnalités pour éclairer les décideurs sur cela, de manière à ce que nous puissions éviter ce que nous vivons actuellement. Alors, nous avons beaucoup à dire, on me fait signe une page publicitaire, je vais laisser la parole, je vais laisser donc l'antenne à Technicien Pub, parce que le signalement m'est fait. Voilà, nous revoilà. Alors, je rappelle donc le thème d'aujourd'hui, pour ceux qui
qui nous accompagnent, en tout cas qui arrivent maintenant devant leur petit écran ou sur Facebook. Le thème d'aujourd'hui, qui est affiché d'ailleurs à l'antenne, c'est agriculture, aide, problème. Il s'agit de s'interroger sur la question des aides. Est-ce que ces aides que nous recevons de l'Union européenne, aussi de nos collectivités de proximité, mais aussi de l'État de la France, est-ce que ces aides peuvent régler les problèmes à elles seules peuvent régler les problèmes que nous rencontrons ici. C'est ça le fond du débat. Mais pour pouvoir débattre, évoquer cette question, conférencier là-dessus, il est important que moi je puisse situer les éléments de base qui permettent, ma foi, de comprendre cette question-là. Et 2 éléments de base que j'ai toujours tenté d'expliquer, que j'ai expliqué, c'est donc l'identification et la traçabilité. C'est fondamental à mes yeux. C'est fondamental et qu'il fallait donc, la fois dernière, je l'ai fait, définir ces concepts-là. Je les ai définis, je ne vais pas revenir là-dessus puisque on a le temps, ça avance beaucoup, mais de dire aussi que sur ce qui est de la production végétale, je l'ai dit, eh bien, la production en matière de traçabilité, il y a beaucoup à faire, n'est-ce pas? Mais par contre, de la production animale, beaucoup est fait, le schéma existe, la fonctionnalité de schéma existe, néanmoins, il existe quelques problèmes. Il existe quelques problèmes parce que, pour vous dire, l'élément fondamental de la traçabilité animale, c'est l'identification, le point de départ. Et cette identification, pour ce qui est de l'élevage des animaux, des bovins, l'élément de base, c'est ça. Regardez, ce sont ces éléments-là. C'est fondamental, hein, l'élément de base. Il faut que les bêtes portent des anneaux. Quand vous circulez quelque part, vous allez voir des bêtes, eh bien, les bêtes portent des anneaux. Bon, nous n'avons pas cette culture-là. C'est un fait. Mais j'invite systématiquement les éleveurs, les détenteurs, à identifier leurs bêtes. Je le dis. L'autre élément fondamental, c'est aussi ça. C'est un passeport de bovin. Il faut. Comme une personne, l'animal dispose d'un passeport. Le passeport est fondamental. C'est pourquoi, je le dis, là aussi, il faut que vous ayez, éleveurs, pour le bien du consommateur, n'est-ce pas? Il faut que vos bêtes soient identifiées correctement. Alors, comment faire? Je vous ai dit qu'il y a un organisme qui gère ça, à qui l'État a confié l'enregistrement de vos bovins dans ce qu'on appelle la BDNI, à base de données nationales d'identification. C'est national. Quand vous cliquez le numéro de la bête, vous voyez qui est le propriétaire. Donc, il faut que cela soit fait et je vous invite à le faire. Seulement, il y a des problèmes. Lorsque, par exemple, vous faites la démarche pour le faire, eh bien, je suis conscient. Vous êtes confronté à beaucoup de difficultés parce que ce qui existe, c'est qu'il y a une insuffisance en dotation de personnes ressources pour assurer votre encadrement. C'est ainsi que moi je l'interprète. Et c'est ce qui fait que, on le dit, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide et c'est ainsi que, à mon sens, j'ai eu l'ingéniosité de voir cet élément-là, ce manquement, et de créer un dispositif pour accompagner la politique publique en la matière. Et c'est ainsi que vous pouvez aussi appeler un prestataire qui va vous accompagner, qui va vous aider et qui ira même beaucoup plus loin que vous le pensez dans des problèmes. Parce que je vois très souvent, lorsque le prestataire que je suis dans ce domaine-là, il vient aussi dans d'autres domaines, est sollicité, eh bien, je découvre par exemple des problèmes de succession, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Eh bien, l'éleveur a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, pour vous régler. Et très souvent, les services vers lesquels vous vous adressez, le service qui est partenaire de l'État, qui fait son travail d'identification, je ne peux pas en dire le contraire, mais ce service-là est confronté à des problèmes. Et qui se cantonne uniquement à votre préoccupation, qui est celle d'identifier. Et encore, ça se fait avec beaucoup de mal. Il faut que le détenteur d'animaux qui a envie, qui identifie, qui s'inscrit dans la procédure d'identification, soit accompagné. Il faut qu'il y ait accompagné. C'est-à-dire, il faut que, par exemple, quand il a un problème, il appelle le dimanche, il prend son portable, il faut qu'il ait une réponse. Il faut qu'il ait un répondeur, quelqu'un qui répond,
au bout du fil. Il ne faut pas que, quand il appelle le samedi après-midi, il vous dit bon, regardez, j'ai un problème dans mon cheptel, j'ai une bête qui est décédée, qu'est-ce que je fais avec? Il faut que vous puissiez lui dire, eh bien, il faut appeler à tel numéro, il y a un service MI qui est financé par l'Europe, par l'État de l'Europe, qui va vous permettre de récupérer la bête et l'amener quelque part. Il faut que le gars soit bien... Il faut aussi, quand il a des naissances, il a des sorties, eh bien, qu'il n'y ait pas de cafouillage, qu'il y ait un partenaire qui l'accompagne et qui puisse le prendre en main, véritablement. Et comme ça, quand cette réalité-là existe, quand il est satisfait, il transmet la vérité auprès de son environnement, eh bien, comme ça, on arrive à régler le problème. Il ne faudrait pas que nous soyons, je le dis, comme nous le disons souvent, dans cette politique, malheureusement, de Frontiou, qui consiste à vouloir faire des choses alors que nous n'avons pas la totale maîtrise de ces choses-là. Donc j'appelle beaucoup, je pense, les autorités qui le font déjà, qui se marient avec les initiatives privées. On l'a vu, je l'ai répété, le gouvernement déjà, on l'a vu en France, pour la question du Covid, a appelé des cabinets de conseil, n'est-ce pas, qui sont bien affûtés. Et ça a fait toute une histoire au niveau du Parlement. On a l'Assemblée, je crois que c'était au niveau du Sénat, on a dû interroger, n'est-ce pas, le ministre de la Santé sur son initiative. Pourquoi des structures privées viennent aider le gouvernement? C'est la nouveauté, il faut l'accepter. On ne retrouve pas toutes les compétences dans le secteur public, on les retrouve dans le secteur privé. Il faut les appeler, il faut leur demander leurs avis, tant faire se peut, pas leur dire de faire, leur demander des propositions. Et vous allez juger ces partenaires à travers les propositions qu'ils vont vous faire, la véracité et la fonctionnalité de ces propositions-là, et ensuite, vous allez voir que la Guadeloupe va fonctionner bien. Et nos jeunes qui viennent ici, qui repartent parce qu'ils ne sont pas satisfaits de l'accueil qui leur est réservé, eh bien, ils resteront, ils vont contribuer au développement du pays. Sur ce point-là, je crois que c'est important de le dire. Donc, la question de la traçabilité animale, ici, elle rencontre cette question quelques difficultés liées au fait, et ça se constate sur le terrain. Sur le terrain, quand vous allez dans des zones, vous voyez des animaux, des bovins qui ne sont pas identifiés. On les voit. Mais ces personnes, je le dis à vous, vous exposez à des problèmes. Vous vous exposez à des problèmes parce qu'il y a les services de l'État, il y a la Salim. La Salim, c'est elle qui contrôle les restaurants. Eh bien, quand on voit des bêtes qui ne sont pas immatriculées, bien entendu, il vous incite à vous conformer à la loi. C'est la première démarche, c'est l'information. Moi, je suis contre le fait par exemple, qu'on sanctionne systématiquement des détenteurs de bovins parce que la faute ne vient pas d'eux, très souvent. La faute, c'est quelquefois le mécanisme qu'on a mis en place pour pouvoir les conduire vers la traçabilité. Il y avait des dysfonctionnements dans ce mécanisme-là, et cela n'a pas abouti à l'excellence que l'on attendait. Donc, il ne faut pas les sanctionner, il faut les encourager à le faire, il faut donner des indications sur comment faire, mais sans oublier les partenaires privés. Il faut associer les partenaires privés à cela, et vous allez faire une évaluation de ces partenaires, eh bien, à travers, par exemple, les bilans de leur activité qu'ils vont faire. Vous leur demandez un bilan d'activité. Vous allez voir la pertinence de leurs actions. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ce point-là. Alors, il y a, pour cette identification qui est déterminant, qui est un monome qui se compose avec la traçabilité, les deux constituant un binôme, c'est deux éléments. C'est important, il ne faut pas négliger ça du tout. C'est important, il faut s'inscrire. Alors, on parle identifier. Identification à deux niveaux. Identification d'abord de l'acteur. Quand vous allez vous inscrire, vous avez un numéro d'exploitation, un numéro de cheptel, qui va permettre de vous connaître. Et l'État aussi, si vous voulez bénéficier des aides, l'État va vous donner un numéro de package, qui va permettre à l'État, bien entendu, de vous connaître à travers son numéro. C'est le numéro de package donné, voilà, c'est fondamental. L'État sait qui vous êtes à travers, non pas, l'État sait qui vous êtes à travers votre numéro de cheptel, mais l'État sait qui vous êtes à travers votre numéro de package. Et maintenant, on a introduit dans ce dispositif d'identification de l'acteur, n'est-ce pas? On a introduit un autre élément, le SIRET. On demande maintenant à tout détenteur de bovins qui veut bénéficier, comme cela fut pour la canne. En 2018, on a commencé à demander ça pour la canne, qu'il ait un numéro de SIRET.
Ça, c'est la professionnalisation. On s'oriente. On veut vous connaître. Non, on vous connaît déjà par votre numéro de cheptel, on vous connaît par vos numéros de package, mais on vous pousse un petit peu plus loin. On vous dit, il faut donner un numéro de tirette. Ça, c'est le volet, n'est-ce pas, je dirais entre guillemets, professionnalisation. Alors, dans ce cas-là, il y a le grand désarroi. C'est le grand désarroi parce que je vois de grands nombres de détenteurs et aussi d'éleveurs de bovins qui, on me signale un appel, vous attendez un instant. Et je vais dire tout simplement, ce sont des détenteurs qui sont véritablement perdus dans ça. Ils sont perdus parce que SIRET, ils ne savent pas ce que c'est. Quand ils vont faire le SIRET, ils s'adressent au centre de formalité des entreprises. Ils relèvent une complexité de papier qu'on leur demande, de foncier. Les gars ne maîtrisent pas ça. Il y a ceux qui sont artisans, qui sont aussi agriculteurs. On leur demande, ils ont une profession. Ils ne savent pas quel impact cela aura sur leur activité principale, comment ils seront couverts au titre de la sécurité sociale, le système fiscal, ils ne savent pas ça. Donc, il faut des personnes qui brassent large pour pouvoir faire ça. Je peux comprendre un CFE. Un CFE est là pour faire son travail. Il ne va pas vous dire, pour pouvoir vous répondre forcément sur l'impact que cela aura sur votre... Un agriculteur, par exemple, qui a son RSA, un citoyen, il a par exemple une vingtaine d'animaux, trentaine de bêtes, il reçoit des aides. Ben, on l'invite à déclarer son activité agricole SIRET. Mais des fois, il ne le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'il ne sait pas que même s'il peut agriculteur, il peut bénéficier de RSA en fonction de son revenu. Mais il faut que celui qui l'encadre puisse lui dire ça. Il faut un guichet unique bien affûté pour pouvoir faire ça. Ce guichet unique-là, on le retrouve dans le privé, mais pas dans le public ou celui qui agit par délégation. Donc, voilà un petit peu l'élément de base qu'il faudrait signaler. Alors, je vais devoir poursuivre, mais quand même, par respect au téléspectateur qui appelle, on va lui laisser la parole, s'il est toujours en ligne, n'est-ce pas ? Tout en précisant, quand vous posez les questions sur le thème d'aujourd'hui, si ça ne contient pas le thème, ce n'est pas la peine de poser la question. Merci, je suis à vous écoute. Oui, c'est Zemmour. Oui. Bonjour, on capte des mots dans l'eau. Oui, bonjour. Oui, pour mon information, informez-moi. Oui. Moi, on n'a jamais fait, et en tout cas, vous avez les mêmes problèmes. Au niveau de l'agriculture, oui. C'est mot au problème là. C'est au niveau politique, au niveau budget de l'agriculture. On ne peut pas comprendre que l'agriculture, au moins au XXe siècle, il y a cet état. Oui. Au problème là, au niveau politique, volonté, pas non budget approprié à la situation. Bon, alors d'accord. En cas qu'on ait entendu question et on peut répondre vous. Si vous croyez bien. Merci. Eh bien, les problèmes de l'agriculture, à mon sens, parce qu'avant tout, je suis un affûté en économie, j'ai eu mon cheminement qui fait qu'avec beaucoup d'humilité, je peux brasser large. Le problème est immense. Le problème là, il est dans la politique. Il est dans la politique sectorielle, politique à secteur agricole là. Le problème est aussi dans les institutions qui environnent même le secteur, qui constituent, qui font fonctionner le secteur. Le problème aussi est dans, je dirais, les orientations que l'on donne au secteur, à mon sens. Et s'il fallait évoquer les problèmes un à un, on aurait pour beaucoup. Moi, je vais vous donner un exemple. Il y a le problème des jeunes agriculteurs, agriculteurs qui veulent s'insérer. Il y a un problème de foncier qui se pose. Des jeunes qui sont formés, ils peuvent s'insérer. Mais d'autre part, moi, j'ai relevé qu'il y a des groupements fonciers qu'ils mettent en place. Des groupements fonciers, on a dit qu'ils ont relevé de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Mais est-ce qu'ils font évaluation à ces groupements fonciers-là, ça? Demandez à la Chambre d'agriculture qui importance à créer un SAI en les CGFA là. C'est pour pas arriver à payer, ils ont en difficulté. Mais, et puis d'autre part, il y a un autre problème. C'est qu'il y a des agriculteurs qui arrivent à l'âge de la vieillesse, à l'âge de la retraite, qui ne partent pas, qui restent. Il y a ceux qui s'en vont. Ceux qui s'en vont, qui partent à la retraite, eh bien, il faut transférer leur fermage, leur parcelle à quelqu'un d'autre. Est-ce que dans cette politique, et encore, les GFA sont bien remontés, il y a un cadre juridique pour les GFA. Hein. Les GFA, normalement, les dispositions contractuelles qu'il y a, c'est que quand un agriculteur du GFA part, c'est un autre qui le prend, qui le remplace celui, quelquefois, je crois savoir qu'il est dans le GFA. Mais il faut revoir ces statuts de l'organisation de ce GFA pour que les jeunes qui viennent, qu'on puisse les prendre ailleurs, et qui viennent d'ailleurs, que l'on puisse les intégrer et, je dirais, contourner cet obstacle
qui fait que nous ayons souvent un système où vous avez, par exemple, disons, 10 hectares de terre, celui qui l'occupe s'en va, eh bien, vous avez quelquefois, un acteur qui a peut-être 50, donc qui est sur le chemin de la retraite, qui fait la reprise. Il faut fixer des critères d'âge pour que les jeunes puissent avoir de l'espace, n'est-ce pas? Ça, c'est une évaluation. Deuxième élément fondamental, qui est important, les institutions. Comment les manquants envie de dire pas là, en cas de découverte d'éviter. Moi, je dis très sincèrement qu'il faut une clarté, il faut la transparence dans ce que l'on fait. Moi, j'arrive à avoir des décrets. Moi, j'ai reçu un décret sur les aides. Excusez-moi, un cas daté de 1900. Qui en est? De 2015. Bah, ça fait quoi utiliser toujours, hein? Puis vous payez ces bougas. Le décret là, pas bon. Il n'est pas bon. Quoi étonner qu'on radio à la télé, pas bon. Le décret là, pas bon. Parce que le service du ministère, commandé à préfet là, qui j'en puis rédiger le décret là pour affecter de l'argent à ces bougas. Ou qu'on a découvert des fois que à la rédaction à décret là, eh bien, il y a une erreur non nautique qui a infirmé validité à décret là. Et pourtant, mais son petit, il y a appliqué. À moins qu'ils font notre décret pour annuler et en panier. Mais par contre, mais ce que moi envie, je veux insister sur le fait, il faut de la transparence. Lorsque toutes les informations dans le secteur sont affichées quelque part, dans toutes les institutions qui concourent au fonctionnement et au développement de l'activité, il y a toujours quelqu'un qui peut voir. Parce que moi, je me suis trouvé confronté à un problème avec un agriculteur, lui a été confronté, j'ai pu regarder, et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y a un problème au niveau du décret. Alors, est-ce qu'il y a appliqué, est-ce qu'il n'y a pas appliqué? Mais des fois, c'est quelque chose, parce que vous avez dans les administrations, lorsque vous avez, par exemple, un décret préfectoral qui est signé, qui arrive dans le service de la DAF, il y a un directeur qui est sous la tutelle du préfet. Très souvent, et après, il y a des chefs de service. Mais le décret lui-même, il est tapé à la préfecture, il est tapé, et quand il est tapé, il y a celui qui signe qui est le préfet. Mais quelquefois, il peut avoir un manquement, quelquefois. Il peut avoir un manquement, il peut avoir une erreur dans le préfet, dans le document. Mais la confiance que l'on fait, on signe. Mais l'erreur existe. Et qu'après, à un autre niveau, par exemple DAF, quelqu'un peut observer, peut voir cette erreur. Et peut-être ne pas faire le signalement. Mais celui qui est vigilant, il constate ça, comme ce fut le cas. Moi, quand il voit ça, il se dit, mais quand même, c'est pas bien ça. Alors, il essaie quand même de protéger son client agriculteur en saisissant les instances ministérielles, en saisissant aussi le préfet, pour dire correctement, poliment, que voilà, il y a ceci, il y a cela, je m'interroge sur ceci, je m'interroge sur cela, et on essaie de trouver une solution. Mais je trouve que très sincèrement, ces situations ne devraient pas se présenter. Et pour éviter cela, il faut qu'il y ait une information large du secteur, qui soit affiché par toutes les institutions pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse voir ces informations-là. Voilà donc pour la réponse. Et vous dire en fait que les problèmes qui ont existé de tous côtés, ils politiques tout simplement, parce que nous avons constaté par exemple la région, avec Chalus. La région a fait un travail important. Par exemple, le secteur de la canne là maintenant, qui au niveau des problèmes qui existent au niveau de la canne, la récolte, on a vu les problèmes. On a vu comment les ETA, entreprises de travaux agricoles, ont décidé d'augmenter le prix de la coupe sans concertation avec les planteurs. Mais on l'a compté là, mais il y a en difficulté. Parce qu'il faut savoir, quand un éleveur plante, moi j'ai des chiffres, 10 hectares de canne, 5 hectares de canne, ça lui coûte en gros près de 10 000 euros, 8 à 10 000 euros qui paie. Bougla, il dit près de 2 ans, 3 ans, il va bon l'argent. Rien. Mais quand vous augmentez, je peux comprendre qu'il y a l'Ukraine, qu'il y a la guerre, il y a le prix de l'énergie, l'huile, tout augmente. Mais allez augmenter le prix de votre prestation sans concerter les planteurs. Mais c'est irresponsable, ça. Chalus a une intelligence, il est intervenu. Mais je dis que des interventions comme ça ne doivent pas se faire comme ça. Il faut planifier une organisation où les modalités de révision des prix, il faut que ce soit mis noir sur blanc. Et on évitera ça. Mais cela nécessite de l'ingrédient autour de la table pour éviter ce genre de problème-là. Donc voilà un peu comment je peux vous dire. Et il y a aussi la question des aides qui arrivent. Bon, on critique les aides, etc. Les aides là, c'est l'argent nous-mêmes. Mais là, il va verser en aide, quoique c'est substantiel pour l'éleveur, pour l'agriculteur d'une manière générale. Mais on voit que ces aides arrivent un peu tardivement. Il faut que ça aille plus vite. Les gars, je les vois, je comprends leurs problématiques. Et bien voilà. Donc, le problème là est compliqué.
il est très compliqué, c'est un problème qui vient très loin. Donc, ça nous veut dire, c'est que faut tout le monde atelier, quelle que soit l'opposition, syndicat, ETA, chambre, qui est une institution, chambre publique, chambre d'agriculture, la région, et c'est aussi le service de l'État, pour essayer à braver tous ces éléments-là. Voilà encore un autre appel. Je vais venir rapidement dans le fond du sujet, mais j'apprends cet appel-là. Merci. Bonjour monsieur, c'est Charlotte. Je vous écoute depuis un moment. Oui. Et je me disais, mais finalement, tous ces problèmes pourraient être résolus si au sein de la Chambre, il y avait une expertise pour informer et pour accompagner. Parce que logiquement, maintenant, on est sur le numérique, on pourrait très bien mettre des informations sur le site. Et pour ça, il faut qu'il y ait l'expertise pour développer l'information aussi bien sur le site, pour qu'au moins les agriculteurs sachent qu'ils peuvent avoir une cellule qui les accompagne au sein de la Chambre. C'est possible ça, non? Oui. Alors, je pense que c'est bien votre question. Je vous en remercie. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Madame, l'information existe. Ah, je vous dirai. Peut-être on va en contester le contenu. Mais l'information, le souci d'informer existe. On peut discuter de l'information. Parce que moi, je vais sur des sites Internet. Je vais, par exemple, vous dire sur le site, disons de la Chambre. Je vous invite à y aller. Vous y allez. Sur le site, s'il faut l'évaluer, en ma qualité, ma foi, d'individu formé au numérique, il a passé quand même au niveau de cette direction d'administration à l'élément de site, d'évaluation de site Internet. Un site Internet, ça s'évalue. Quand vous allez sur un site, vous voyez que le site, les pages sont d'une lourdeur incroyable, vous avez des liens qui ne fonctionnent pas, vous avez des informations qui vous interpellent, l'évaluation de ce site-là, moi je le note mal. Voilà. On évalue un site Internet quand vous êtes bien affûté. Et le site, pour ce qui est de notre institution, porte des informations. Mais je dis qu'il y a des choses à améliorer là-dessus. Et d'abord, quant au contenu, ce que vous évoquez, on aurait pu avoir ça. Ce n'est pas forcément être affiché quelque part, mais au moins avoir toutes les informations sur un site. Et je vais vous envoyer aussi au site de la DAF Guadeloupe. Vous êtes une personne, sans doute, vous maîtrisez le numérique. Quand vous allez sur la DAF, moi je suis cherché, je trouve des informations. Toutes les informations qui sont le plus cachées, des fois. Moi, je considère que ces informations sont cachées. Peut-être ce n'est pas intentionnel, mais je considère que c'est caché parce que je sais que lorsque vous allez sur un site Internet, il faut que vous ayez une visibilité de l'information, qui soit très claire et nette pour que vous ne puissiez pas vous perdre dans le site. Ça, c'est le professionnel qui va vous amplement parler avec vous. Je veux vous dire aussi que sur le site de la DAF, il y a des informations, oui, qui sont là, beaucoup d'informations. Moi, je veux vous en dire, j'ai une note qui est sortie là. J'ai une note qui est sortie concernant le Covid-19. Fonctionnement de l'EDE pour l'identification des bovins, conséquences pour les éleveurs. On a adopté à la DAF, c'est pas moi, c'est une directrice qui a signé ça. Mais ça, j'ai trouvé ça en faisant mes recherches. Mais est-ce que ça, c'était connu des agriculteurs? Les agriculteurs ne savent pas ça. Et ça, est-ce que c'est sur le site de l'institution? Par exemple, la Chambre. C'est pas sur le site. Et c'est quelque chose qui porte à tête à l'aide des agriculteurs, des éleveurs. Et donc, voilà, il y a des choses comme ça. Quand on ne peut pas mettre quelque chose sur un site Internet, sur son propre site Internet, vous mettez un lien externe qui va vous envoyer sur le site de l'État. Mais vous négociez ça avec l'État. C'est pour vous faire un lien comme ça. L'État vous autorise à mettre votre lien interne qui ira sur son site et qui va vous permettre à l'agriculteur de comprendre les choses. Donc, ce que vous dites, madame, c'est effectif. C'est bien vrai, ça. Il y a un déficit je dirais qualitatif de l'information, qualitatif et quantitatif de l'information, et il faut y remédier. Et tout ça, ça fait partie des problèmes qu'on rencontre dans l'agriculture. Hein. Vous avez dit, et à juste titre, vous avez raison sur ce plan-là. Alors, quand je parle du sujet d'aujourd'hui, n'est-ce pas, traçabilité, identification et l'impact sur les aides et les problèmes, vous avez bien ciblé la chose. Hein. Il y a le problème de fluidité de l'information, de la qualité de l'information, le terme m'échappe, de la mise à disposition
de la transparence sectorielle, qui est une donnée importante si l'on veut que le public sache et que le public soit informé. Il faut informer les gens. Il faut mettre les informations. Ceci, on entend, même dans le domaine de l'eau, le gros problème maintenant. Il y a un problème d'information. Il faut informer les gens. Si vous n'informez pas les gens, ils sont perdus. Donc, vous avez ce problème. Le problème va se retrouver. D'abord, la question pour votre réponse même se situe au niveau des sites Internet. Il faut que vous alliez sur le site de la collectivité. Il faut que vous, de la Chambre. Il faut que vous ayez sur le site aussi de la DAF, que vous vous familiarisez avec ça pour trouver une information. Moi, en ma qualité de chef d'entreprise de conseil, je le dis, je ne dis pas de site d'Internet parce que, bon, tout simplement, mon mode de fonctionnement fait que je suis sur le terrain, on me connaît, et puis je suis aussi dans l'agenda de la Chambre. Chacun mène sa politique de communication en fonction de la stratégie qu'il privilégie. Moi, j'ai ma stratégie, je me cantonne à cela. Mais je veux vous dire, allez sur les sites officiels de la Chambre, allez sur le site officiel, pas officiel, sur le site de la DAF, et vous pouvez aussi fréquenter les trucs du ministère. Il y a de l'information. Parce qu'il y a de l'information, il y a des recommandations, des instructions que le ministère donne à son service déconcentré, qui est dirigé par le grand directeur, c'est le grand patron, c'est le préfet. Eh bien, des fois, on voit des choses. On se pose. On a l'impression que les directives perdent des pièces, perdent des mots sous les 7000 km. Quand ça part là-bas, c'est arrivé ça. Mais il y a un mot qui partit, il y a un bit arrivé. Et donc, on se tire sur cela. Mais pour régler ce problème-là, c'est très simple. Eh bien, on compte les parties. On écrit, on essaie de voir, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est ça la réalité. J'en ai répondu, je pose à votre question. On va donc poursuivre sur le sujet, parce que je vois qu'il est près des 30, et ça va vite. Et la question fondamentale, c'est la question de l'aide. Donc je continue sur le sujet, et je vais vous dire. Maintenant, je vous ai parlé notamment de l'établissement départemental de l'élevage, et notamment de la BDNI, Base nationale d'identification base de données, BDNI, base de données nationale d'identification, qui est un élément fondamental. Et je vous encourage vivement, à vous, agriculteurs, vous éleveurs, à procéder à l'identification de vos animaux. Faites-le. Si vous voulez, vous y allez directement à l'IDE, vous appelez un prestataire pour vous encadrer, eh bien, vous ne serez pas déçus et sur cela, et vous allez pouvoir vous renseigner, parce que la présence sur le marché, c'est un élément qu'on ne peut pas cacher. Alors, je vais vous dire aussi, maintenant, revenons à la question de l'aide. Et il y a une aide, il y a deux types d'aides, en fait. Et je vais aborder ces deux types d'aides-là. Il y a les aides, ce que j'appelle les aides courantes. Des aides courantes, hein, c'est habituel, c'est une aide courante. Et il y a les aides directes, il y a les aides courantes, directes et indirectes. Les aides directes, ce sont les aides qui vont verser directement sur le compte de l'éleveur, de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'ils ne transitent pas par les groupements. Par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une aide indirecte. Quand vous avez parlé, on a parlé des groupements. Il y a des groupements d'interprofession qui reçoivent des aides pour les agriculteurs, ce sont des aides indirectes. Par exemple, quand ils disent que oui, ils disent aux POSEI, à l'Europe, que voilà, nous avons des problèmes pour encadrer les acteurs sur le terrain. Il faut que vous nous donniez les moyens en personnel administratif et autres. Donc, vous nous donniez des moyens en dotation. Ils vont demander à l'État, ils vont demander à la France. Ils demandent, alors qu'il y a des acteurs ici qui peuvent signer des conventions avec eux pour faire le job et ils n'auront pas de l'argent à demander. Ils demandent de l'argent. Et puis, il y a des appels d'offres. Moi, j'en ai vu. C'était en 2010. Il y a l'appel d'offres, c'était de l'Iwavi. Pour trouver des gens pour encadrer les acteurs. Mais qu'est-ce que ça a donné? Rien. Quand je pense qu'il y a eu des problèmes, si bien que je retrouve sur mon chemin, j'en ai trouvé deux comme ça. Il y a eu un premier, un agriculteur, détenteur de bovins. C'était dans la commune du Moule, c'est ma commune. C'est lui-même qui m'a appelé pour autre chose. Hein, et après, on est arrivé à ça. D'ailleurs, on fait mon chemin. Il perçoit un montant d'aide de l'ordre de 30 000 € à l'année. Il m'appelle, il me dit, c'est bon, ben voilà. Mais combien on va dire qu'à toucher là? Je regarde. Je lui dis, bon, ben écoute, là, au donné, ils vont à 30 000 € d'aide à Beta, ouais, là. On va regarder chez là, on va regarder Beta, là. Ou pas moins de 30 000 €. 30 000 € ici à Chêne. Ça vous dit ça chiffre. Et son chez HN devrait être, je crois, de 5 000 €.
Il m'a dit, il m'a pas touché tout ça. Je regarde ses papiers. Je vois que le bonhomme, il a eu un montant d'aide de l'ordre qui se chiffrait à 28 000 euros sur le montant qu'on a établi, 28 000 euros pour l'aide annuelle, en partie, 28 000 euros. Et sur le 28 000 euros, tenez-vous bien, le gars a 9 000 euros de pénalité. Aïe, aïe, aïe. Pénalité pourquoi? Parce qu'il ne maîtrise pas la procédure. Il est contrôlé, il y a ce qu'on appelle des CSP, contrôle sur place, parce que vous savez, les aides qu'on vous accorde, ce sont des aides qui viennent de ce qu'on appelle le FEAGA, Fonds européen agricole garanti parce que c'est l'argent des contribuables que l'Europe vous donne, et l'Europe assure un contrôle de ça. Et quand vous déposez votre dossier d'aide auprès de l'organisme instructeur via le site internet Télépac, eh bien, l'organisme instructeur passe ça dans un système informatisé. Le système, ça s'appelle le SIC, Système informatisé de gestion, et de C, c'est le contrôle. C'est-à-dire, on va passer votre demande dans un dispositif d'aide informatisé, et ensuite, il y aura des contrôles sur place, des contrôles sur pièce, contrôle sur place, pour voir cela. Alors, pour vous expliquer, nous sommes dans la question de l'aide, dans cette aide-là, notamment la question de l'aide ADMCA. Ce n'est pas une aide qui est... J'entends dire que c'est compliqué, tout ça. Mais non, ce n'est pas compliqué. C'est une aide, il faut bien maîtriser ça. Le système, c'est que lorsqu'un agriculteur dépose sa demande, un éleveur dépose sa demande, la demande est déposée en ligne, n'est-ce pas? La demande arrive chez l'organisme instructeur qui est la DAF. La demande est ensuite passé dans un système informatisé. Je crois que c'est d'ici, ça s'appelle, je sais, un logiciel. Et quoi fait le logiciel? Le logiciel a votre nom, a votre réalité, à la BDNI, la base de données nationale des animaux que vous avez, tout ça. Et le logiciel, à partir des informations qui sont dedans, il est conçu pour ça, va voir est-ce que vous, d'abord vous en tant qu'individu, est-ce que vous êtes éligible à la prime? C'est ça, à l'aide. Et le logiciel pourra se prononcer aussi, est-ce que vous êtes éligible? Vos animaux sont éligibles. Donc l'éligibilité en termes d'aide à DMCA répond à deux critères. Éligibilité de l'individu qui demande l'aide et éligibilité de l'individu qui demande aussi éligibilité du cheptel, de son cheptel. Voilà. Et en Guadeloupe, le cheptel est assez particulier. On parle de cheptel allaitant. C'est un truc technique, etc. Donc l'individu, son éligibilité, il faut qu'il soit inscrit à la BDNI, bien entendu, quand on le fait entrer, il faut qu'il soit inscrit. Il faut qu'il ait donc son cheptel, c'est ça. Il faut que les animaux soient correctement déclarés. Des délais de déclaration aussi. Et il faut que lorsque vous déposez la demande, qu'il y ait tous les critères auxquels doivent respecter votre demande, n'est-ce pas? Doivent correspondre à... il faut que les critères répondent aux critères établis. C'est ça. C'est-à-dire, vous faites votre demande, le logiciel va travailler, va regarder, va voir est-ce que vos animaux sont déclarés correctement, est-ce que vous avez le nombre de naissances sur les 20 mois passés, il va voir aussi est-ce que vous gardez les animaux pendant 6 mois, et le logiciel va sortir ce qu'il a à sortir. Les sorties de logiciel se font en termes d'alerte. Il y a deux types d'alertes. Il y a des alertes bloquantes et des alertes informatives. Une alerte bloquante, c'est une alerte qui va signaler qu'il y a un problème et votre demande sera mise de côté. Et les alertes informatives, ce sont des alertes qui vont montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et peut-être qui seront à l'origine, ces alertes-là seront à l'origine d'un contrôle. On va vous appeler, on va vous contrôler parce qu'il y a des choses à voir. Ou bien, des fois, alors pour ceux qui ont des alertes bloquantes, les trucs sont mis, et après, personnellement, il y a un agent qui prend le dossier, qui va essayer de comprendre, et qui va comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Des fois, l'alerte va vous appeler, le contrôleur la personne qui relève le dysfonctionnement, va peut-être appeler l'agriculteur au téléphone. Il va lui dire, écoutez, monsieur, bon, il y a ceci, cela. Il va vous poser des questions. Il va vous envoyer un courrier. Et vous avez 10 jours pour répondre au courrier. Mais vous savez, les agriculteurs ce sont des personnes d'extrême qualité, hein, qui sont vraiment, qui font des trucs, etc. Mais des fois, question de papier, pas demander pour garder dans le bulletin administratif, bulletin loi, ça. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le papier. C'est pourquoi celui qui a perdu ces 9 000 euros, eh bien, il a perdu ces 9 000 euros tout simplement parce qu'il ne comprenait pas
il n'a pas pu satisfaire aux demandes qui ont été formulées en sa direction par l'instance qui assure l'instruction et le contrôle. Mais cet agriculteur, il a pu se rattraper heureusement. Il a pu se rattraper parce que nous étions en période de sécheresse. Et quand j'arrive chez lui, je vois la quantité de produits qu'il achète pour alimenter son bétail. Je lui dis, mais écoute, mais tu es éligible à l'aide sécheresse. Il me dit, ah bon? Je lui dis oui. Je lui dis, qui fait ta comptabilité? Il me dit, c'est le cabinet X. Je prends mon téléphone de lui, je appelle le cabinet pour dire, écoutez, je suis M. X, j'assure un encadrement de M. Y, je constate qu'il a un cheptel important, qu'il est sous le coup quand même, il subit la sécheresse, il y a un arrêté préfectoral, il est éligible, me semble-t-il, c'est vous qui faites sa comptabilité, est-ce que vous êtes à même de vous occuper de la procédure d'indemnisation au titre de la HSS? On me dit que non, on n'est pas faisable. Alors je lui dis, alors je vais vous demander de me faire parvenir, c'est 3 liasses fiscales des 3 années. On m'ouvre ça en retard. J'ai le temps de monter le dossier pour lui. Je dépose à la DAF. Et qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il est couvert. Il reçoit 9 000 euros d'aide. C'est-à-dire le montant que la France a donné était de 48 000 euros pour la dernière sécheresse, la 2020. Il a perdu 48 000 euros, excusez-moi, 48 000 euros au titre de l'élevage. Diversification, abeilles, ça c'était autre chose. Banane aussi, c'était autre chose. Mais on n'a pas identifié canne. Canne, c'était autre chose, on n'a pas fait. Mais le montant pour affecter à l'élevage, était de 48 000 euros. Il en a perçu 9 000. C'est-à-dire, il a perçu près de 2 fois, près de 20%. En tout cas, passé 10%, près de 20% du montant qu'on a donné à la Guadeloupe. C'est parce que sa demande avait été faite. C'est aussi parce qu'il a une comptabilité. C'est parce qu'il a beaucoup un cheptel important. C'est parce qu'il est suivi, voyez-vous. Mais c'est ça la réalité. Donc, tout cela pour vous dire que l'aide en question ce n'est pas évident. L'aide ADMCA, je parle de cela, qui est une aide courante versée direct versée aux éleveurs. Alors, pour ce qui est des aides indirectes, c'est-à-dire qu'il se passe. Par exemple, pour ce qui se fait actuellement dans la guerre en Ukraine, on n'arrive pas à comprendre ça, mais c'est lié à la situation ici. Parce que les aides indirectes transitent par les groupements. Les groupements, vous avez un cheptel. Vous êtes dans un groupement. Vous allez demander, le groupement bénéficie de l'aide pour vous. Par exemple, vous avez du grain acheté à GMA. Voilà. On va vous donner un bon. Vous allez prendre le truc à GMA, à l'usine, ou du moins vous allez dans le local même du groupement s'il y a un local. Mais l'augmentation, mais l'aide, c'est pas vous qui recevez l'aide directement, hein. C'est le groupement. C'est pas le groupement, c'est celui qui vous vend l'aliment. Hein. C'est lui, hein. Le groupement là, qui a fait bon là, qui a Kazaï, et c'est lui qui a fait toucher l'argent et qui a vu une bouille. C'est un peu comme ça. Hein. C'est le mécanisme, et c'est comme ça fonctionne. C'est l'aide indirecte. Mais l'aide indirecte, l'aide transite par les groupements qui aident les agriculteurs. Et là, sur le plan de la réflexion, il y a beaucoup à dire de ça. Il y a énormément à dire de ce mécanisme-là qui fait. Et c'est pourquoi on voit que de plus en plus, on veut aller vers par exemple, un système d'élevage professionnalisé. Je dis oui, il faut des professionnels. Mais il ne faut pas oublier aussi que nous avons ce qu'on appelle une réalité vernaculaire, réalité du milieu, culture en nous, habitude en nous, messe et habitude en nous, qui fait que quand on doit décider de certaines orientations professionnelles, en termes de professionnalisation, ne pas mettre à côté cet aspect-là, mais tenir compte de cet aspect pour pouvoir, comme étant un paramètre, c'est-à-dire une donnée dont la valeur est supposée connue, de manière à ce que l'on puisse cadrer ce qu'il en résultera. Notre professionnalisation va se faire de telle et telle manière, et comme ça on va réussir la professionnalisation. Mais maintenant, quand j'écoute, je lis ce qui se passe, je vois ce qui se passe, je dis, mon Dieu, mais scandale, ouais, je vais là. Je vois par exemple qu'il y a des centaines de détenteurs de bovins qui recevaient une aide de développement de métiers de cheptel alitante. Tout simplement parce qu'on voulait les encourager. On a décidé, cette année, de dire c'est Bougaza, Zobé est touché. Zobé est touché parce que Zopa a même, effectivement, pour le comprendre, de fournir au numéro SIRET. Mais cet argent qu'ils ne vont pas percevoir, l'Europe ne va pas garder. Ça ira vers le groupement. Hein. Ces groupements-là qui prennent. Hein. D'autant plus que moi, j'ai lu
les propositions d'un groupement qui est, je le dis, l'IGRAVI, au niveau, dans le POSEI. J'ai lu les propositions. Je dis que quand même, moi, il faut être prudent, il ne faut pas faire ça. Parce que tous les éleveurs que nous voyons maintenant, qui sont des professionnels, ils sont issus d'une famille, d'une ancienneté en termes d'activité dans ce domaine-là, n'est-ce pas, qui n'étaient pas forcément professionnels. Moi, je vois des gens qui ont des trentaines de têtes de bovins. Bon gars, pas quoi, ni bétail. Ça compte aussi où c'est que bétail fait viande, qu'ils vendent ni, ensuite pour alimenter le marché là. N'est-ce pas? Donc, ce qu'on aurait dû faire sous cette question-là, je le dis, il faut m'écouter, que les instances de la Chambre et de la DAF puissent le comprendre. On aurait dû tout simplement, sous cette question-là, faire en sorte. Et je ne sais même pas si on a reçu la réponse du ministre, hein, parce que le ministre a été interrogé sur ça. Pas même ça, il faut y répondre à la Guadeloupe. Ce qu'il fallait faire, je vais vous dire. Toutes les personnes qui ont à ce jour un numéro de package et qu'on a toujours payé à partir de leur numéro de package, il aurait fallu tout simplement garder cet effectif-là, de dire à cette personne-là, on ne va pas vous soumettre à l'obligation de SIRET, mais on va vous payer jusqu'à la fin de votre vie. Jusqu'à ce que vous payez, jusqu'à ce que vous exercez. Tant que vous exercez et que vous demandez des aides, eh bien, on va vous payer. Mais on va vous mettre aussi des garde-fous. Par exemple, si vous restez 2 années et vous ne demandez pas d'aide, eh bien, on va vous soustraire de la liste. Mais ne pas systématiquement soustraire ces gens-là, parce que sur le plan économique, lorsqu'il y a des milliers d'euros comme ça qui viennent, qui étaient déversés dans le département en termes d'aide, qui participent au pouvoir d'achat des gens, qui font que celui-là qui a reçu ces aides, il peut payer les études de ses enfants, il peut payer la sécurité sociale, il peut acheter chez son voisin, il peut aller pousser son CADIS, eh bien, les aides qui arrivent en décembre, il ne va pas les percevoir. Eh bien, il y aura une baisse de la consommation. Et comme ici, le moteur, la consommation est le moteur qui permet de soutenir la croissance, vous aurez une panne de croissance. C'est ce qu'il fallait dire à ces gens-là. Eh bien, on aurait pu accepter. On aurait pu se dire que tous ceux qui ont leur package maintenant, qui ont toujours perçu des aides avec le numéro de package, on va éviter que ces gens-là tombent sous le coup de l'obligation de SIRET, on va payer ces personnes-là jusqu'à la fin de leur vie. Voilà ce qui aurait dû être fait. Mais je dis à Chalus que maintenant, si on regarde très très bien le montant de l'argent, des sommes, le montant qui sera pas versé dans l'économie de la Guadeloupe, ça va impacter la croissance. Et ce n'est pas étonnant que le fils de celui qui recevait par exemple 200 euros de son papa, parce que son papa l'avait aidé pouvait l'aider à la fin d'année à cause de ses aides, il a pété Casamoun. C'est un petit peu ça qu'il faut éviter. Et il faut, quand on prend des décisions, alors je comprends que des fois, dans certains cas, la Chalus intervient rapidement, la région intervient rapidement pour soutenir l'économie, mais je veux vous dire, il y a des décisions qui impactent l'économie, qui impactent la croissance de manière brutale, et si on pouvait adoucir l'application de ces mesures, eh bien, l'impact sur la croissance n'aurait pas été aussi. Parce que croissance ne fait pas développement, j'en suis persuadé, mais la croissance participe à la construction de développement d'un pays. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Et on va venir maintenant aussi à un autre élément. C'est concernant toujours ces aides. Je parle aussi d'une autre... Il y a aussi les aides qu'on appelle PAB, prime d'abattage. Vous savez, quand les gens ont des animaux, ils vendent chez un boucher, vous recevez une aide qu'on appelle prime d'abattage. Je dis aux détenteurs, quand il y a des bêtes qui sortent chez vous, les agriculteurs, il faut rapidement signaler à l'IDE que vous avez vendu la bête. La bête n'est pas là. Parce que cette bête, elle arrive à l'abattoir et que très souvent, quand elle arrive à l'abattoir et elle est abattue, vous recevez un courrier de la DAF pour percevoir la PAB, prime d'abattage, qui est élevée, peut-être même de 200, 300, 400 euros, je ne sais pas, mais c'est important, significatif même pour le faire. Surtout quand il y en a plusieurs qui ont été à l'abattoir. Eh bien, cette aide-là, eh bien, il faut signaler la sortie de la bête chez vous, de manière à ce que quand on vous envoie le document, que la sortie ait déjà lieu. Parce que si la sortie n'a pas lieu, l'organisme instructeur, qui est la DAF, ne peut pas vous suivre, ne peut pas vous payer, et vous perdez de l'argent. C'est pourquoi on dit souvent, l'argent qui a retourné en France, en Europe, de toute qualité butin. C'est aussi ça. Donc, il y a le problème de l'encadrement des gens. C'est pourquoi je tiens beaucoup. Je sais que, pour faire une parenthèse, que mes amis qui ont des co-clubs, ils sont attachés, ils aiment le club, ils aiment qu'on débatte ensemble. Mais je leur dis, très sincèrement, même si je suis membre fondateur, je leur dis, eh bien, il faut laisser quand même
n'est-ce pas, même dans l'année, l'opportunité pour que je fasse 4 émissions comme cela, pour que vous informez la population sur ça. Et on va venir aussi maintenant à une aide aussi qu'on connaît, les aides récoltes. Récolte. Vous savez, quand vous transportez de la canne, vous avez des aides transport, vous avez une aide bagasse, tout ça. Eh bien, il faut fournir les papiers. Quand vous ne donnez pas les papiers qu'il faut, demandez par exemple votre déclaration fiscale. On vous demande, vous ne pouvez pas recevoir l'aide là, vous ne pouvez pas débiter la fiscalité, votre situation à la sécurité sociale. Eh bien, il faut aller à la sécu. Il faut prendre un accord avec la sécu pour payer la sécu. Si vous n'avez pas, vous appelez un prestataire qui sait négocier, qui va venir avec vous. Et puis, vous appelez, enfin, votre prestataire, parce que le prestataire, lui aussi, il est payé, attention. Et puis, vous avez aussi les impôts. Il y a des gens aussi qui demandent du papier aux impôts. Moi, je vois des gens qui sont perdus des fois, qui demandent. Mais parce que, tout simplement, le demandeur, c'est pas son domaine. Moi, je m'arrive, mes partenaires, de demander un papier, je ne vais pas aux impôts, je ne vais pas à la sécu, ça se fait en ligne. Moi, je vois des agriculteurs, des fois, des gens qui viennent se déclarer agriculteurs au centre de formalité des entreprises. Quand ils y arrivent, on leur dit, oui, mais ils sont des artisans. Mais quand on a le papier, le volet qui arrive à la sécurité sociale, ils reçoivent un courrier de la Sécu. La Sécu leur dit, oui, mais quelle est votre situation vis-à-vis de vos qualités d'artisan? Des fois, ils n'ont pas exercé, mais c'est inscrit. Il faut qu'il y ait une personne qui aille faire la résiliation du truc. Il faut expliquer aussi à cet acteur agriculteur que comment il sera couvert sous le plan de la sécurité sociale. S'il a 2 activités, quelle activité qui sera principale? Ce sera de son revenu. Quelle sera fonction de son revenu? Quelle activité qui sera secondaire? L'activité secondaire, si c'est l'agriculture, c'est-à-dire il est couvert pour une maladie, pour une blessure qui arrive sous son exploitation. Mais il faut expliquer ça aux gens, n'est-ce pas? Donc il faut des individus qui brassent large, de manière à ce que ce soit des sortes d'individus qui sont des points uniques de formation. Alors, voilà un petit peu. Alors, pour ce qui concerne aussi, je répète, cette fameuse aide aussi, l'ICHN, indemnité compensatrice des handicaps naturels. C'est une institution, c'est l'Europe qui paie ça. L'Europe paie, je le dis la fois dernière, à 85% et 15% pour se payer par la France. C'est versé au mois de première tranche est versée, les 85%, dont je sache, c'est versé au mois d'octobre. Il est 15% en décembre. Eh bien, cette ICHN, c'est parce que tout simplement, nous sommes dans une situation de territoire qui présente des handicaps en termes de climat, en termes de sol, etc. Donc l'Europe a institué cette aide, ICHN, indemnité compensatrice des handicaps naturels. Et j'avais fait l'analogie, la correspondance, le lien avec le chlordécone ici. Chlordécone, la fois dernière. La fois dernière, j'avais expliqué lors de l'émission, que puisque l'Europe et la France versent l'ICHN, indemnité compensatrice des handicaps naturels, pour ce qui concerne le chlordécone, qui est un handicap non naturel, il fallait aussi instituer l'indemnité compensatrice non naturelle subie. Parce que c'est nous qui subissons les problèmes du chlordécone, qui est un handicap non naturel, puisque l'Europe a déjà reconnu des handicaps naturels. Eh bien, faisons en sorte que la France, à l'exemple de l'Europe, puisse reconnaître cet handicap non naturel subi qu'est le chlordécone. Et les agriculteurs maintenant qui subissent les problèmes liés au chlordécone dans certaines régions de la Basse-Terre et ailleurs, puissent tout simplement bénéficier d'une aide, mais je comprends bien que ce serait à la France de verser cette aide-là, parce que c'est la France qui est victime, qui est responsable, on dirait, sans doute, je ne sais pas, mais en fait, l'idée c'est que, après l'évolution des différentes des procédures judiciaires, c'est qu'il y aurait des responsabilités quelque part au niveau de l'État, ce serait à l'État de verser cette aide-là. Et que il faut voir la durée de l'aide, le montant de l'aide, etc. Donc, certains agriculteurs pourraient bénéficier non seulement de l'ICHN, mais aussi de ce que j'appelle l'ICH 2NS ou l'ICH NNS, handicap non naturel subi. Il fallait mettre ça au jour de manière à ce que nous puissions avancer sur la question aussi du chlordécone. Donc vous voyez, il y a autour de la question des aides perçues, n'est-ce pas, qu'on verse, il y a des réflexions à mener pour régler. Et pour ce qui concerne les handicaps non naturels subis, parce qu'en France, on fait payer les pollueurs payeurs. On a institué dans la loi ce qu'on appelle les pollueurs payeurs. C'est-à-dire un bonhomme qui se promène dans les larges, dans les mers, dans les hautes eaux,
ou dans les eaux territoriales de la France, son bateau et machin et coule, n'est-ce pas? Il y a un naufrage, le bateau coule. Ça pollue les côtes de Bretagne et autres. Qu'est-ce qu'on fait? On applique la clause de pollueur-payeur. L'entreprise est condamnée et payée. Donc pourquoi, au regard du chlordécone, nous n'appliquons pas ce principe de pollueur, de pollueur au payeur, ou encore de chlordéconeur payeur? C'est une bizarrerie judiciaire et pas judiciaire, législative. Je l'ai dit l'autre jour. Donc tout cela pour bien vous expliquer qu'il y a des pistes de réflexion pour améliorer des choses, mais tous les domaines sont connectés. La question des aides, n'est-ce pas? La question de l'identification, traçabilité, parce qu'on ne vous verse pas de l'argent comme ça, il y a tout un dispositif de contrôle, etc., etc. Et je dirais aussi à tous ces acteurs du secteur agricole, il faut être très vigilant. Il faut être vigilant. Il faut étudier les textes, il faut les regarder, il faut accompagner l'acteur essentiel que l'agriculteur, n'est-ce pas? Pour la question de la jeunesse, les jeunes agriculteurs, il faut les inscrire dans une dynamique moderne pour réussir l'agriculture. Il ne faut pas que nous ayons dans les GFA ce que j'appelle tout simplement les bicapapis, c'est-à-dire des gens qui sont là parce que tout simplement ils n'ont pas une retraite suffisante. Eh bien, ils sont là, ils restent là et ils constituent véritablement ce que j'appelle les bicapapis dans notre secteur. Il faut permettre à ces gens-là de vivre dignement leur vieillesse. Et quelquefois, ce n'est pas forcément sur le montant de la BHN, en les accompagnant au cours de leur activité, pour qu'ils puissent produire, avoir une vie, cotiser, et ceci et cela. Donc, le problème, il est entier. Il est entier, il est vraiment entier, et il faut en faire beaucoup. Alors, la question d'aujourd'hui, c'était bien agriculture, et des problèmes. Nous avons, dans la progression de cette émission, évoqué beaucoup de questions, parce que toutes les questions sont liées. Nous avons parlé des aides courantes, nous avons parlé des aides courantes, aides directes, aides indirectes, n'est-ce pas? Et nous avons aussi évoqué, vous l'avez bien vu, dans le développement, les problèmes qui existent. Les problèmes sont énormes. Mais pour pouvoir bien voir ces problèmes, il faut de l'ingénierie. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des gens suffisamment affûtés qui puissent, je dirais, observer les dysfonctionnements de manière tranquille, paisible, éclairer des instances sur cela dans le cadre de SPA, de comité de pilotage ou autre, pour essayer de faire état des choses que l'on a. Par exemple, aussi sur la question de chlordécone. Moi, je vois des gens qui souvent reçoivent des papiers de la direction de l'agriculture et de la forêt parce qu'ils ont vendu un bovin qui a été à l'abattoir et que on a trouvé le chlordécone dans la viande. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il perd sa viande, le boucher perd la viande, personne ne paie personne, ne paie à personne. Voyez-vous? Mais c'est une bizarrerie, ces genres de choses-là. Mais voilà, quand un boucher me dit, et c'est un grand boucher qui est aussi éminent, machin, il me dit que, eh bien, c'est bon, quand il y a des analyses à faire, les trucs partent en France pour faire des analyses au niveau de la viande, c'est eux qui payent. C'est vous qui payez. Mais comment? Il n'y a personne pour encadrer ces gars-là, alors, pour essayer de poser problème. Et je viendrai aussi à un autre élément, un autre problème. Tous ceux qui m'entendent d'ici, des éleveurs, des détenteurs de bovins, ils doivent le savoir. Il y a, avec la numérisation, le développement du numérique, le passage du numérique, l'État a décidé dans sa politique de modernisation de faire en sorte que le numérique s'installe partout. Aller aux impôts, c'est le numérique. Aller à la sécurité sociale, c'est le numérique. Aller au laboratoire, c'est le numérique. Aller partout, à EDF, partout, des services de l'État, c'est le numérique. Carte d'identité numérique, passeport numérique. Le numérique est présent partout. On ne peut pas, moi ça ne me fâche pas. Bon, j'en fais, je suis affûté là-dessus, ça va. Mais je vais vous dire une chose, quelque part. Je vois par exemple, dans le domaine de l'élevage, je le dis, il y a ceux qui m'écoutent. On a institué un logiciel qu'on appelle Boviclick. Boviclick, c'est un logiciel où l'éleveur doit déclarer ses mouvements en ligne. On fait payer à l'éleveur 45 € chaque année pour bénéficier de Boviclick. Or, le défenseur des lois à l'époque, M. Toubon, a été entendu au niveau de la commission du Sénat. Il a bien précisé que c'est à l'État de prendre la charge de la transition numérique. Comment concevoir un instant que l'on puisse ici, encore en Guadeloupe,
ne rien dire et réclamer 45 € aux agriculteurs pour bénéficier de vos véhicules. On arrive à un système agricole à 2 vitesses. Il y a ceux qui peuvent entrer, ceux qui ne peuvent pas entrer. Donc j'invite les instances qui sont dans le secteur à travailler cette question-là de manière à ce que la déclaration en ligne soit gratuite pour tous les détenteurs de bovins. J'en ai ainsi terminé. Le temps qui m'était imparti est un petit peu court, mais je remercie d'abord les téléspectateurs de m'avoir écouté et aussi d'intervenir, ceux qui sont pu intervenir, à mes amis que j'aime beaucoup, je le dis, mes amis d'Éco-Club. Je vous dis merci aussi de m'avoir laissé ces quelques minutes, n'est-ce pas, d'antenne, ces quelques heures d'antenne pour pouvoir communiquer sur cette question-là. L'année prochaine, sans doute, nous aurons à revenir dans le cadrage que je ferai avec vous. Même si je suis même cofondateur, même si je suis cofondateur d'Éco-Club, je tiens beaucoup à ce que l'unité du couple soit présente. Eh bien, merci à vous et je vous dis à dimanche. Vous retrouverez tous nos amis pour discuter dans le débat et pour échanger avec vous parce que je sais que vous êtes des aficionados d'Éco-Club. Merci, bon dimanche et à bientôt.